Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous avons 350, même plus, 360 inscrits et désormais déjà 220 participants qui sont connectés et ça augmente assez régulièrement. Donc je vais commencer en déjà vous souhaitant la bienvenue dans ce webinaire qui fait partie d'une série de webinaires thématiques relatifs aux thématiques prioritaires de la filière automobile dans une démarche d'open innovation. Ce webinaire en particulier est sur le thème de l'hydrogène et de la mobilité. Je tiens à remercier Jean-Luc Brossard de la PFA et Nicolas Leclerc du groupe PSA, ainsi que les autres pôles automobiles français, à savoir Cara, ID4Car et Moveo. Et également donc, pour la forte participation, puisque nous avons plus de 350 inscrits, malgré les délais courts et le contexte particulier du Covid-19. Et là, le nombre de participants effectifs augmente régulièrement. Pour ma part, je m'appelle Bruno Jamet, je travaille au pôle véhicules du futur, qui est en charge donc, de la thématique automobile dans la région Bourgogne-Franche-Comté et la région Grand Est. Et je suis plus précisément en charge de la thématique énergie et propulsion. Au niveau de l'ordre du jour, donc après encore une minute ou deux d'introduction de ma part, je passerai la parole à Jean-Luc Brossard, qui est directeur de la R&D de la plateforme de la filière auto, ainsi que directeur du programme véhicules à faible empreinte environnementale. Et Jean-Luc alternera également avec Nicolas Leclerc du groupe PSA, qui est senior manager au sein du groupe PSA et qui est responsable de l'ingénierie avancée sur les chaînes de traction et l'énergie, ainsi que toutes les technologies d'électrification et de recharge. Sur la fin du webinaire, à partir de 13h40, 45, il y aura environ 15 à 20 minutes de questions-réponses parmi les questions qu'on aura considérées comme prioritaires. Et il y a la possibilité de déborder au-delà de 14 heures pour ceux qui souhaitent rester avec nous pour répondre à quelques questions, puisque le but, c'est de répondre au maximum de vos questions. Au niveau des aspects techniques et logistiques, donc la présentation sera diffusée. Certains slides seront volontairement passés rapidement et le webinaire est enregistré, donc le replay sera disponible en ligne. Les caméras seront coupées pendant la présentation, les micros également, sauf pour les intervenants. Et vous pouvez poser toutes les questions que vous souhaitez par le module dédié questions de GoToWebinar. Et je laisse désormais la parole à Jean-Luc en lui laissant également la possibilité de présenter. Et donc, je vais faire ça tout de suite. Changer le présentateur. Alors, Jean-Luc n'est pas encore connecté. Alors, je vous demande une minute. Voilà, parfait. Donc, je laisse la parole à Jean-Luc Brossard de la plateforme de la filière automobile. Bonjour, Jean-Luc, tu as la main pour participer. Ouais, tu me passes la main que je mette mon écran? Oui, c'est fait. Bonjour à tous, j'espère que dans ces conditions un peu difficiles, tout le monde est en bonne santé. Vous voyez mon écran? Parfaitement. D'accord. Donc juste rapidement, ce qu'on va aborder, c'est une introduction avec la contexte en fait de l'hydrogène et des usages. Ensuite, je passerai la parole à Nicolas qui évoquera les enjeux énergétiques, les enjeux environnementaux.
et les challenges techniques pour ensuite déterminer quels sont les marchés, la compétitivité qu'on imagine, comment on se positionne par rapport aux différents appels à projets et répondre à vos questions. Donc, ce qu'il faut juste savoir, donc le rôle de la filière automobile et mobilité, c'est de consolider et développer les acteurs industriels de l'automobile et du transport routier en France. Pour cela, donc, on représente 4000 entreprises, avec des grandes entreprises comme PSA, Renault, Valeo, Faurecia, Plasticomium ou Michelin, 400 000 emplois, 6 milliards d'euros en R&D par an, et on est la première filière dépositaire en termes de brevets. Donc notre rôle, c'est d'aider les entreprises. Vous imaginez bien que dans ce cas précis où il y a une crise importante, la crise du coronavirus, vous pouvez trouver sur notre site tous les éléments nécessaires à aider l'ensemble des entreprises, tant au niveau des protocoles sanitaires, qui sont les premiers points, tant au niveau des aides financières, des aides à la trésorerie et des plans de relance si nécessaire. Donc aujourd'hui, la filière automobile, en fait, a besoin de fournir et promouvoir des solutions de mobilité durables et pérennes. Donc on a signé un contrat stratégique de filière le 22 mai 2018, dans lequel deux sujets étaient importants pour la notion de R&D, être acteur de la transition énergétique et écologique et créer l'écosystème du véhicule autonome et connecté. Donc dans le cadre d'être acteur de la transition énergétique et écologique, ce webinaire intervient forcément parce qu'on avait défini en fait un certain nombre de priorités. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que notre rôle et pourquoi ces webinaires, nous sommes dans une logique en fait de dynamique de l'innovation où, comme vous le voyez sur la droite, en fait on a des échanges entre des grands acteurs et des acteurs plus agiles pour que nous on puisse exprimer en fait quels sont les besoins vus des grands donneurs d'ordre et que les structures agiles puissent nous proposer des solutions. Et c'est pour ça qu'on a une logique de position technique de filière qui nous permet d'avoir des roadmaps sur un certain nombre de briques technologiques. On identifie des leviers, des verrous à lever, et on identifie également donc les sujets sur lesquels on souhaiterait avoir du progrès technologique. On établit donc des fiches de besoins d'innovation que vous retrouvez sur le site de la PFA, et ensuite on utilise en fait avec des échanges, on met en contact en fait l'ensemble des acteurs de telle façon à pouvoir aller jusqu'au lancement de projets collaboratifs. Donc sur la plateforme de la PFA, vous trouverez les 7 axes prioritaires détaillés en plusieurs sous-thèmes. Nous avons fait 8 sessions de pitch depuis 2016 et nous sommes aux 10 webinaires. On fait des webinaires, donc on le faisait tous les mois jusqu'à présent, et depuis la crise du coronavirus et que l'ensemble d'entre nous sont souvent confinés, on en fait en fait une tous les 15 jours. Et on aura l'occasion probablement de réévoquer quelque chose, mais on n'a pas positionné au deuxième semestre encore, un événement B2B sur l'automobile en France qui s'appelle Moving on Paris. Au niveau de la structuration des projets, donc de ces besoins d'innovation, on a 3 programmes prioritaires qui répondent en fait aux objectifs que j'ai fixés tout à l'heure. Le programme véhicule autonome, le programme véhicule connecté et le programme dont j'assure la direction qui est véhicule à faible empreinte environnementale. Dans le cadre du programme véhicule à faible empreinte, vous retrouvez des besoins d'innovation qui sont exprimés sur les systèmes de stockage d'énergie ou sur les infrastructures de recharge. Donc en pratique, ce qui est important, c'est que vous puissiez, si vous avez des innovations, vous connecter en fait sur notre plateforme. Donc on a une plateforme de contact qui est en relation avec l'ensemble des experts des grands groupes que j'ai exprimés tout à l'heure, et donc qui permet en fait d'échanger et d'analyser des propositions d'innovation que vous pourriez faire. Pour information, le prochain événement en termes de webinaire, ça sera le 14 mai 2020, donc sur les solutions de mobilité en territoire. Donc si on reprend les contextes et enjeux aujourd'hui, il est clair qu'il n'est pas question, même après cette crise, de remettre en cause les objectifs de neutralité carbone et les objectifs de traitement des changements climatiques qu'on s'est fixés. Donc l'enjeu environnemental à l'horizon 2025-2030 et jusqu'en 2050 sera un enjeu prioritaire. Donc aujourd'hui on a une crise sanitaire qui va peut-être continuer par une crise financière et économique, mais de toute façon on ne veut pas avoir une crise écologique dans la foulée, et donc on est dans une logique, et on le voit bien au niveau des normes et des consommations, si on prend l'Europe, d'une baisse drastique, même dans les 15 dernières années, des émissions de CO2, avec une réduction de 37,5% qui est prévue pour les véhicules particuliers entre 2030 et 2021, 31% pour les véhicules utilitaires légers,
et 30% pour les véhicules lourds. Aujourd'hui, la contribution CO2 est relativement importante, donc le transport en Europe, c'est presque un tiers en fait des dégagements de CO2. Dans ce tiers, les 3/4 sont issus de la mobilité terrestre, entre guillemets, hein. Il y a des avions, il y a les bateaux, il y a les trains, mais le transport routier est relativement important, ce qui fait que l'impact de l'automobile, entre guillemets, est quand même supérieur à 20%. Donc, pourquoi on a travaillé une solution de décarbonisation? Donc, on regarde l'ensemble des sujets et en particulier, on s'aperçoit qu'il y a besoin de regarder aussi l'hydrogène pour plusieurs raisons. Premièrement, une raison politique. La roadmap de décarbonation de la mobilité devient une roadmap mondiale avec des initiatives prises au Japon, Chine, en Corée et des soutiens nationaux qui sont significatifs. Même au niveau de la France et de l'Europe, on a fait un appel à manifestation d'intérêt, donc dont la première levée était le 15 avril dernier, et nous regardons au niveau européen la possibilité de considérer l'hydrogène et la mobilité hydrogène comme un facteur de chaîne de valeur stratégique et donc d'avoir la possibilité d'avoir un IPCEI. IPCEI signifiant important de projet pour un projet européen d'intérêt commun important. Donc, l'hydrogène intervient maintenant dans la feuille de route énergétique complète de l'ensemble de nos pays, donc en France et en Europe, et c'est important. Donc, on voit plusieurs lois qui en parlent. On avait en national la loi LOM, mais au niveau de l'énergie et de l'énergie décarbonée, en particulier les évolutions de la RED et de la RED 2. Au niveau technique et économique, plusieurs industriels français se sont positionnés sur la technologie, en particulier donc Faurecia et Michelin, qui ont créé la société Ensemble Symbio, Plasticomium aussi pour des réservoirs, et puis potentiellement les constructeurs sur certains segments. Le déploiement de la roadmap, donc H2 décarboné dans le secteur énergétique, est quelque chose aussi qu'on voit apparaître. On a l'ensemble de nos partenaires énergéticiens qui travaillent la possibilité de proposer de l'électricité et de l'hydrogène décarboné. Donc en fait, le troisième point aussi qui justifie de regarder finement le sujet d'hydrogène est le problème de marché avec des demandes explicites de la part de collectivités, des régions qui se positionnent, des villes qui se positionnent et surtout des usages. On voit très bien que dans la lutte contre le réchauffement climatique, la part de l'électromobilité est une part importante et on s'aperçoit que l'hydrogène peut être pour les véhicules électriques un complément significatif pour des besoins clients qui ne sont pas couverts aujourd'hui par les véhicules à batterie. Donc si on regarde, j'ai évoqué tout à l'heure le contrat de stratégie de filière. Donc en fait le contrat de stratégie de filière, donc il y avait différents axes prioritaires. Des travaux sur l'électromobilité, comme je l'ai dit, qui à court terme est la solution qui permettra de baisser significativement les émissions de CO2 pour nos véhicules. Mais il y a aussi besoin de créer en fait une filière française compétitive sur l'hydrogène et développer des usages en mobilité. Donc pour cela, on a signé avec le ministère de l'Environnement ce qu'on appelle un engagement de la croissance verte, qui a été signé le 29 mai 2019, sur lequel on précise en fait ces différentes orientations que l'on imagine pour l'hydrogène. Alors l'hydrogène ne peut pas être traité sans parler d'un écosystème complet. En fait, et ça s'inscrit depuis longtemps dans ce qu'on a appelé le plan Hydrogène France. Donc dans le plan Hydrogène France, il y a plusieurs chapitres. Le premier, comme on l'a vu, c'est produire de l'hydrogène, et idéalement produire de l'hydrogène fortement décarboné, voire issu d'énergie renouvelable. Le deuxième, c'est d'assurer sa distribution auprès des usages, et ensuite, c'est assurer l'ensemble des usages. Et dans les usages, il y a plusieurs usages possibles. La mobilité terrestre, automobile ou camion ou bus, n'est pas la seule possibilité. Il y a des autres mobilités qui ont des problématiques en fait de décarbonation plus fortes, et donc on verra bien entre guillemets que globalement on traitera d'abord des problématiques industrielles, ensuite des problématiques de mobilité dure comme sur le naval, le ferroviaire ou l'aviation, et que la mobilité terrestre et routière sera une
une branche d'usage qui sera en fait une branche qui permettra de faire des volumes, mais qui est moins prioritaire par rapport à d'autres usages pour aujourd'hui. Donc, il y a beaucoup d'acteurs, comme vous voyez, qui vont des énergéticiens jusqu'aux end-users qui interviennent et on voit intervenir l'ensemble des acteurs. Donc, sensibilité très forte au développement de l'hydrogène. Donc, je passe la parole à Nicolas qui va détailler, lui, les enjeux énergétiques. Alors, techniquement, j'essaie de donner le micro à Nicolas. Allô? Voilà, super. Ça y est, ça a l'air fonctionner. Bonjour à tous, donc Nicolas Leclerc, moi je suis de PSA et je suis responsable de l'innovation pour les chaînes de traction électrifiées et j'anime également cette réflexion. Jean-Luc, il faudrait que tu continues à partager et que Nicolas puisse s'appuyer sur ta présentation. Voilà. Vous la voyez ou pas? Non. Ah, c'est Nicolas qui est présentateur. Est-ce que Bon, Nicolas, bah, tu as c'est la pas grave, présentation? je vais le faire hein, à ce moment-là. Attends, ça va peut-être fonctionner. Le présentateur est Jean-Luc et toi, Nicolas, tu as la parole. D'accord. D'accord, Jean-Luc, donc essaie de je remonte mon partager. écran, moi. Ouais, Oui, il remontre-le. faut déployer des talents de DJ là. Voilà, c'est normalement, on voit les enjeux énergétiques et Nicolas Eh a ben, la c'est parole. parti. Ok, donc j'y vais. Donc je vais détailler très rapidement trois grosses thématiques, les enjeux énergétiques, les enjeux environnementaux et les challenges techniques et économiques. Donc sur la partie enjeux énergétiques, l'enjeu majeur, c'est de mettre à disposition du client de l'hydrogène à prix compétitif avec des impacts environnementaux maîtrisés. Donc ça veut dire quoi sur les impacts environnementaux maîtrisés? C'est ce qu'illustre le petit graphe en haut à droite. C'est essentiellement à terme de l'hydrogène généré à partir d'énergies renouvelables. On imagine pouvoir manipuler de l'hydrogène, ce qu'on appelle le hydrogène bas carbone, c'est-à-dire issu d'énergies non renouvelables et potentiellement partiellement carbonées. On voit ça comme quelque chose de transitoire. Par contre, l'hydrogène qui n'est pas low carbone, donc l'hydrogène issu de carburants fossiles, par contre celui-là, il est clair qu'il n'est pas à impact environnemental maîtrisé. Sur la partie compétitivité, la compétitivité est drivée par la chaîne de valeur que vous voyez en bas à gauche, qui va de la production jusqu'à la distribution et qui inclut à la fin l'aspect marge et taxation. Donc en fait, ce qu'illustre cette figure, c'est l'ensemble des drivers qui font la structure de coût et donc de prix de l'hydrogène. Sur la partie production, c'est quels procédés sont utilisés. Sur la partie stockage, là on retrouve également les procédés, comment est-ce qu'on stocke l'hydrogène, avec des notions à chaque fois de CAPEX et d'OPEX. Le transport aux différents étages, transport longue distance, les types de transport, que ce soit sur du camion, sur des réseaux tubulaires ou sur d'autres moyens plus hybrides. La partie distribution, ce qui va être la partie station, donc l'équivalent d'une station pour essence, et à la fin la partie marge et taxation. Donc tout ça, ça fait le prix et donc la compétitivité de l'hydrogène. Cette planche-là, je vais passer assez rapidement, une planche qui vient qui a été présentée par EDF Dynamics, qui montre une structure de coût type de l'hydrogène. Vous voyez à gauche que l'hydrogène issu d'électrolyse de l'eau, plus d'un tiers du prix est expliqué par le prix de l'électricité, mais vous voyez que tous les autres points de la chaîne de valeur que j'ai cités juste avant interviennent dans le prix. Et vous voyez une progression de diminution, une progression de prix de l'hydrogène à droite. Aujourd'hui, on se balade autour de 10 à 12 euros le kilo d'hydrogène à la pompe. Et on a une prévision qu'on partage au sein de la filière autour de 7 euros du kilo à horizon 2030-2035. Donc c'est ce que vous voyez à tout à droite.
Alors, quand on dit hydrogène vert, un hydrogène fabriqué à partir d'électrolyse de l'eau, ça implique d'utiliser de l'électricité décarbonée, en tout cas à contenu carbone maîtrisé. Et vous voyez ici, en fonction des différents mix énergétiques des pays, que le contenu carbone des mix énergétiques électriques sont très variables. Si vous prenez la France et puis la Suède, vous voyez qu'on a des contenus carbone relativement faibles, de l'ordre de 45, enfin une cinquantaine de grammes de CO2 équivalent par kilowattheure. Si vous prenez la Pologne à 600 ou l'Allemagne à un petit peu moins de 400, l'énergie électrique est beaucoup plus carbonée. Donc, la manière dont on va utiliser le mix électrique pour faire cette électrolyse de l'eau va driver le contenu carbone à la fin de l'hydrogène. Un point aussi important, c'est qu'on est cadré par des règlements et en particulier la directive sur les énergies renouvelables dans sa version 2 qui définit qu'est-ce que qui peut être pris en compte pour satisfaire les objectifs d'énergie renouvelable. Et pour l'H2, seul l'H2 l'H2 renouvelable, donc issu d'électricité décarbonée et renouvelable, est conforme à la RED 2. Autrement dit, les solutions qu'on dit intermédiaires, donc issues de nucléaire ou issues de vaporeformage de méthane avec capture de CO2, donc ce qui correspond à de l'hydrogène entre guillemets bleu, ça c'est pas conforme à ce que préconise cette RED 2. Donc voilà pour la partie enjeu énergétique. Maintenant la partie enjeu environnemental. Alors l'impact environnemental, il est mesuré à travers plusieurs indicateurs. D'une part, du puits à la roue, on a deux gros indicateurs. C'est déjà le rendement de la filière énergétique, donc induit par la nature des différents maillons de production, de stockage, de transport, de distribution et de conversion. Et puis la partie émission de CO2. Et on a un deuxième gros lot d'indicateurs qui est l'impact sur l'ensemble du cycle de vie, donc berceau à la tombe, à la fois de la partie production d'énergie, mais également ça intègre la partie production des systèmes pour produire l'H2, des systèmes pour produire la voiture, la consommation de la voiture, etc. C'est bien tout ça qu'on regarde, donc du puits à la roue d'une part et du berceau à la tombe d'autre part. Deuxième point important, c'est tout ce qui est enjeu environnemental en termes de, juste reviens un peu là-dessus, en termes de responsabilité sociale et de compétitivité, on regarde les matériaux qui sont sensibles. Et là, on a assez peu de matériaux sensibles mis en jeu sur la pile à combustible. Aujourd'hui, il y a plusieurs études d'analyse du cycle de vie qui sont en cours, avec la PFA qui est partie prenante, en particulier avec l'ADEME, mais il y en a également d'autres. Aujourd'hui, on n'a pas encore complètement convergé à la fois sur la collecte des données et l'alignement des hypothèses qui sont fondamentales pour avoir des conclusions robustes. Néanmoins, quelques infos qu'on a déjà pu collecter. Alors le premier qu'on voit ici, c'est ce qu'on appelle une analyse de rendement. Donc en ordonnée, vous avez l'équivalent d'un CO2 émis par kilomètre roulé. À gauche, les deux barres à gauche, ce sont les moteurs, des motorisations thermiques conventionnelles, donc essence, diesel. Les deux colonnes bleues sont pour du BEV, donc une voiture électrique à batterie, avec la colonne de gauche qui est pour la France, la colonne de droite pour l'Europe. Donc vous voyez que le mix européen est globalement plus carboné qu'en France, qui a 75% d'énergie nucléaire, donc très peu carboné. C'est ce qui explique l'écart, le fort écart entre les deux colonnes. Ensuite, les deux colonnes vertes correspondent au PHEV, donc le véhicule hybride rechargeable, sur base essence. Pareil avec un mix France à gauche, un mix Europe à droite. Et puis toutes les colonnes qui sont ensuite sur la droite correspondent à des fuel cells
En orange, les fuel cells de type full power, c'est-à-dire où l'ensemble de la traction est faite par une pile à combustible. Et les 4 barres bleues de tout à droite correspondent à une architecture qu'on détaillera juste après, qui mixe à la fois du stockage par batterie et du stockage par pile à combustible, donc qui est une sorte de ce qu'on appelle les mid power ou range extender à pile à combustible, qui limite l'énergie et la puissance délivrée par la pile à combustible. Et dans ce cas-là, vous voyez qu'on arrive à des émissions de CO2 qui sont globalement équivalentes à ce qu'on manipule pour un BEV ou un PHEV. Ensuite, en termes de LCA, donc du berceau à la tombe, voilà ce qui apparaît en termes de dégagement de CO2. Donc ça introduit la manière dont on produit à la fois l'énergie et les véhicules et les technos qui sont dans les véhicules. Donc le fuel cell full power, donc la grande barre au milieu orange, elle est très en retrait par rapport au BEV, que ce soit en France ou en Europe. Pour tout ce qui est techno à base de vaporeformage de gaz, pareil pour l'électrolyse. En range extender, donc les 4 colonnes de droite, encore une fois, on se rapproche assez précisément du véhicule à batterie. Dans tous les cas, on retrouve l'avantage de la France, mais qui s'explique par le mix électrique fortement décarboné par rapport à la moyenne européenne. Sur la partie recyclage, je vais aller très vite. Aujourd'hui, il y a peu de problématiques de recyclage. Il y en a une quand même qui se pose sur le réservoir, où là, le recyclage des réservoirs et la valorisation des réservoirs fibres de carbone reste quelque chose à développer. Sur la partie stack, il y a la notion de récupération du platine qui apparaît. Et pour ce qui est partie batterie, on est dans une problématique totalement identique à ce qu'on connaît sur les batteries de voitures électriques. Alors sur la partie matériaux critiques, je le disais en introduction, le seul point d'attention, c'est sur la partie platine. Donc le platine qui est utilisé comme catalyseur au sein des stacks. C'est un point sous surveillance. C'est pas forcément un point critique comme on voit ici. On risque d'avoir une augmentation de la demande. Ceci dit, le platine reste un matériau qui se gère bien et qui se recycle bien. C'est le même type de matériau qu'on a dans les pots catalytiques. Donc, on aura le même type de monitoring à appliquer que pour les pots catalytiques. Un risque de volatilité des cours probablement associé. Voilà, troisième partie sur la partie challenge technique et économique. Alors, j'ai parlé tout à l'heure, sans vraiment les introduire, d'architecture range extender, mid power, full power. Alors, pour ceux qui n'ont pas en tête ce que ça veut dire, vous avez en gros les deux, sur le graphique en haut à gauche, les deux types extrêmes d'architecture. À gauche, on va commencer par à droite, pardon. À droite, c'est ce qu'on appelle l'architecture full power, avec le petit carré gris à droite, qui est ce qui est traction électrique. Une voiture qui marche avec une pile à hydrogène, c'est avant tout une voiture électrique. C'est uniquement la manière de stocker l'énergie qui est différente. Dans une voiture purement à batterie, l'énergie est stockée dans une batterie. Et dans dans un véhicule fuel cell, l'énergie est stockée soit à 100% à travers le vecteur hydrogène, soit avec un mix hydrogène et batterie. Donc là, dans le cas à droite, c'est ce qu'on appelle le full power. 100% de l'énergie est stockée via le vecteur hydrogène. Et dans ce cas-là, on est obligé d'utiliser une pile de relativement grosse taille en termes de puissance, donc une centaine de kilowatts par exemple pour la Mirai, avec un gros réservoir d'hydrogène de l'ordre de 5 kg. On embarque dans ce type d'architecture une petite batterie pour assurer tout ce qui est gestion des transitoires.
À l'extrême inverse, à gauche, donc on est toujours avec le même type de traction électrique. Par contre, là, on embarque une grosse batterie et par contre, on amène de l'extension d'autonomie par une petite pile et une petite quantité d'hydrogène embarqué. Donc là, l'ordre de grandeur qu'on manipule, c'est 5 kW et environ 3 kg d'H2. C'est par exemple ce qui est vendu par Renault donc Renault et Symbio sur la Kangoo Fuel Cell. Donc là, on est dans une architecture range extender et c'est un véhicule rechargeable également sur le réseau électrique. Et puis entre les deux, on a les architectures mid-power ou dual power qui sont à mi-chemin entre le range extender et le full power, qui embarquent une batterie de taille moyenne, une pile de taille moyenne pour aller chercher l'autonomie et l'extra range. Alors ça, ces principes-là sont applicables au VP comme au VI, véhicule industriel. Donc vous verrez, là je vais pas détailler, mais quelques valeurs types faisables. Je dis pas que ça existe, mais en tout cas des valeurs typiques pour avoir les ordres de grandeur en tête. Ensuite, enjeu technique, Jean-Luc en a parlé tout à l'heure en introduction, sur la question de quels usages de la pile à combustible. Pendant longtemps, on a eu la question, est-ce que c'est pile à combustible contre batterie et inversement? Il est clair maintenant dans l'esprit de tout le monde que c'est deux technologies qui sont complémentaires. Et vous avez ici sur ce graphique en abscisse des autonomies type et vous avez l'étendue à travers les barres vertes et violettes de ce qui peut être fait soit en électrique pour la partie verte, soit en fuel cell pour la partie violette. Pour différents types de véhicules, soit des passenger cars avec les différents types de segments A, B, C, D, E, ou différents types de véhicules commerciaux ou industriels. Et ce qu'on voit, c'est que globalement, pour les voitures de petits segments A, B, C, la batterie fait tout à fait le job et on n'a pas forcément besoin d'aller chercher de la pile à combustible. À l'inverse, dès l'instant où on a besoin d'équiper des véhicules lourds, demandant de déplacer des gros volumes ou des grandes masses sur une grande distance, la pile à combustible devient un complément très intéressant. Et puis on a toute une zone au milieu où parfois, selon les cas de figure, les use cases, l'un ou l'autre peuvent être pertinents. Donc à retenir des usages qui sont complètement complémentaires. Une vision de la maturité technologie à date. Donc ça, c'est un tableau qu'on avait construit dès 2015-2016 quand on avait fait la précédente version du Position Paper, où on avait à l'époque beaucoup de rouge, un peu d'orange et très peu de vert. Ce qu'on voit ici pour les différents systèmes et sous-systèmes et composants, c'est que en termes de maturité d'intégration et de coût, on a un peu plus de vert. On a encore beaucoup de rouge sur la partie coût des systèmes. En tout cas, le coût du système, c'est donc que ce soit le système pile, système stockage de l'hydrogène, c'est clairement quelque chose qu'il faut encore travailler. En termes de maturité technique, on commence à avoir des progrès sensibles et en particulier des signes tangibles issus d'un certain nombre d'acteurs de l'automobile, hein, dont certains qui sont dans la filière, qui passent à des stades industriels. C'est-à-dire que c'est plus de la production sous forme de proto ou sous forme de petites séries, on va dire à la paillasse. Là, on passe à une échelle industrielle et donc on a une maturité et un coût qui deviennent intéressants. Voilà pour la partie maturité. Ça, je vais passer très vite. La pile à combustible, on a régulièrement la question. C'est gros, c'est compliqué à intégrer. Oui, c'est pas faux. Et avec deux enjeux en fait majeurs. Le premier, c'est l'intégration des réservoirs. Vous avez ici ce qui se fait aujourd'hui par certains de nos concurrents, donc Honda, Toyota ou Hyundai. Vous voyez qu'intégrer des réservoirs, c'est pas simple, mais c'est pas forcément impossible. La preuve, il y a clairement une gestion du compromis entre autonomie et habitabilité à gérer. Et le deuxième point à traiter, c'est la planche d'après, je crois.
pour la partie véhicule, c'est l'impact sur la zone de chargement. C'est clair que, alors vous voyez ici la première proposition qui avait été faite par Renault, l'intégration du range extender dans le Kangoo, où on a un impact dans le volume de chargement. Bon, ouais, c'est les premières versions qui sont, comment dire, qui ont été proposées. Clairement, il y a beaucoup eu de travaux depuis. On a des intégrations qui sont beaucoup plus sympas maintenant dans certains de produits qui vont arriver. Donc voilà, donc deux enjeux importants. Alors sur la partie camion, la problématique est la même. Hein. Si on veut de la grande distance pour les trucks, il faut il faut embarquer beaucoup d'hydrogène. Ces bonbonnes d'hydrogène, il faut les caler intelligemment. Donc là, vous voyez qu'il y a un certain nombre de propositions qui se font avec des propositions qui sont de plus en plus malines pour ne pas empiéter sur la partie architecture du tracteur. Alors, challenge économique, on manipule un certain nombre d'hypothèses qui sont construites au sein de la PFA, donc par partage de données anonymisées des différents membres. Et vous voyez ici 4 courbes. Alors à chaque fois, ce sont des hypothèses mini-maxi. Les deux courbes du haut montrent les hypothèses de décroissance de coûts pour le réservoir. Donc vous voyez qu'aujourd'hui, on est aux alentours de 900 € du kilo d'hydrogène transporté, et compte tenu des différents travaux à la fois sur l'industrialisation et l'effet volume, on imagine tomber à l'horizon 2035 entre 400 et 500 € du kilo d'hydrogène transporté. Pour avoir un point de comparaison, le DOE, le département de l'énergie US, pour un volume de plus de 500 000 par an, voit une cible à 300 € du kilo. Vous voyez qu'on est conservateur par rapport à cette cible qui nous paraît très ambitieuse. On est conservateur en fait parce qu'on s'appuie sur les datas qui sont manipulées par les acteurs qui sont en ce moment en train de réfléchir à l'industrialisation. Et sur la partie système pile à combustible, là on est un peu plus, on a une décroissance un petit peu plus faible, mais une décroissance néanmoins significative, avec une échelle de prix entre 50 et 80 € du kilowatt à horizon 2035. Pareil à comparer aux 48 € du kilowatt vu par le DOE. Même chose, un peu conservateur, mais parce qu'on construit ça à partir des données internes des membres de la PFA. Voilà, un petit zoom sur le réservoir, qui est un des points, comme je l'ai dit tout à l'heure quand on a regardé le tableau sur les maturités. Si on regarde l'historique qu'on voit ici, il y a eu énormément de progrès sur les réservoirs. Aujourd'hui, donc il y a différents types de réservoirs que je ne vais pas détailler. Mais vous voyez ici que il y a une route en termes de maturité de la technologie qui est assez tracée et qui est assez prometteuse pour améliorer à la fois le ratio massique sans dégrader les autres prestations du réservoir. Et la cible, c'est le réservoir de type 5 sans liner. Sur la pile à combustible en elle-même, donc le stack, il y a un enjeu qui apparaissait également en orange dans le tableau, si vous vous souvenez, c'est la partie durabilité. Et là, l'idée, c'est d'aller chercher à améliorer à la fois la durabilité sans sacrifier à la performance, sans sacrifier à la compétitivité économique, et en même temps en essayant de diminuer le taux de platine dans la pile. Aujourd'hui, on manipule une pile aujourd'hui utilise à peu près entre 30 et 25 grammes pour une centaine de kilowatts. L'idée, c'est d'aller chercher un ordre de grandeur de 15 grammes pour 100 kilowatts. Sur la partie sécurité, normalisation, il y a un certain nombre de travaux qui sont menés. Donc là, c'est le CEA qui avait fait cette synthèse
sur l'ensemble de la chaîne de valeur, sur la partie production, distribution d'hydrogène, sur la partie utilisation, donc circulation des véhicules, et sur la partie stockage avec tout ce qui est réglementation du type type approval pour les réservoirs. Et évidemment derrière il y a tous les enjeux safety qui se cachent. Donc voilà pour la partie gros enjeux environnementaux, énergétiques et techniques et économiques. Pour terminer, un petit topo sur la partie marché. Je crois que c'est Jean-Luc qui tu reprends la main. Ouais, je vais reprendre la main rapidement. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, donc on est dans on a besoin au niveau de nos industriels d'avoir une vision prospective. Nicolas l'a annoncé, on fait régulièrement des analyses sur l'évolution du mix énergétique, c'est-à-dire de la répartition énergie-powertrain, dans l'objectif de pouvoir construire une feuille de route vers une neutralité carbone en fait qu'on fixe en 2050. Vous savez que notre objectif dans le cadre du Green Deal, c'est que les émissions en 2050 aient baissé de 90% par rapport à celles qu'on avait à l'occasion de l'accord de Kyoto en 1990. Et donc, il y a beaucoup de sujets à travailler. Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, Nicolas, on travaille avec l'ensemble des acteurs qui sont ou énergéticiens ou membres de la filière. Chacun donne des données de façon confidentielle et on a des modèles mathématiques qui permettent, en fonction des différents scénarios, donc d'avoir la production mondiale. Et donc, on a différents scénarios parce que en fonction des hypothèses d'entrée, en fait, les calculs donnent des résultats d'intention d'achat différents. Donc, notre approche est une approche donc sur le coût à l'usage, ce qu'on appelle le TCO, avec des sous-jacents macroéconomiques qui sont partagés, réglementaires et sociétaux, de l'ordre mondiaux, et on fait une annonce en fait de façon annuelle. Cette semaine d'ailleurs, je remettrai sur le site de la PFA la valeur en fait du mix énergie 2019 tel que nous l'avons calculé. Pour revenir sur le sujet de l'hydrogène, donc on fait un mix donc qui part bien sûr des véhicules thermiques, des véhicules à batterie, des véhicules hybrides rechargeables ou des véhicules d'hybridation légère. Et il y a aussi l'apparition de l'hydrogène s'il est compétitif. Et donc pour faire nos analyses, on était amené, comme l'a dit tout à l'heure Nicolas, de calculer en fait le prix de l'hydrogène à l'horizon 2030-2035, sachant que à cet horizon-là, comme notre objectif est d'avoir en fait une mobilité décarbonée, il est certain qu'on prend en compte aussi au niveau de l'énergie, la meilleure façon d'avoir de la mobilité décarbonée, c'est avoir en amont de l'énergie décarbonée. Donc on part du principe qu'on part sur de l'énergie décarbonée et donc plutôt une solution à base d'électrolyse avec de l'électricité bien sûr qui sera elle-même décarbonée et plutôt plus proche de la décarbonisation qu'on a en France que celle que l'on a vue tout à l'heure en moyenne européenne. Donc au total, on arrive à une hypothèse où nous, en répartition, donc production par électrolyse, où on est autour de 4 € au kilo, une distribution autour de 2,2 € au kilo, ce qui fait en gros un prix hors TVA et hors marge. Un prix hors TVA et hors marge à 6,1 € et donc un prix avec TVA autour de 7,3 €. Donc on n'a pas pris l'hypothèse d'intégrer de la marge parce que comme vous allez le voir pour l'instant les volumes de véhicules à hydrogène sont des véhicules quand même des volumes relativement bas et donc on considère que tant qu'on n'est pas dans un marché de masse dans l'automobile c'est un marché supérieur à 1% des parts de marché. Donc si on est autour, ça sera peut-être en 2020 mais en 2019 on était voisin de 95 à 100 millions de véhicules vendus dans le monde, donc 1%, ça veut dire quand même, si on a moins de 1 million de voitures vendues dans le monde, on n'est pas considéré comme un marché de masse. Donc tant qu'on n'est pas en marché de masse, on considère qu'on ne prend pas en compte la marge et donc on a fait nos calculs à partir d'un prix à 7,3 € au kilo. On a fait une démarche comparative sur l'ensemble des sujets donc au niveau du coût à l'usage, un TCO, parce que l'intention d'achat en fait est portée par le coût complet. Les gens sont sensibles au coût d'achat et sont sensibles au coût à l'usage et comparent en fait les différentes motorisations qui leur sont offertes en fonction de ce TCO. Ce dont on s'aperçoit, c'est quand même à un certain moment, pour des sujets d'usage très intensif ou d'usage long, donc si on compare une véhicule électrique donc qui serait homologué à plus de 450 km d'autonomie
ou des solutions issues de l'hydrogène, on est quand même dans des approches qui sont assez similaires en termes de TCO. Et donc, ce sera surtout l'usage qu'on veut faire qui déterminera si un client s'orientera plutôt vers une solution électrique à cet horizon-là ou plutôt vers une solution à hydrogène. Donc, si on regarde les résultats qu'on obtient, en fait, en Europe, en 2035, avec l'ensemble des données qu'on a pu rentrer en compte, on s'aperçoit que les véhicules électriques à batterie et hybrides rechargeables représenteront à peu près 35% des ventes. Donc, il y aura un tiers des véhicules qu'on vendra qui seront de l'électromobilité qui permettent du roulage zéro émission et qui seront complétés en roulage zéro émission par des fuel cells qui, elles, représenteront de l'ordre de 2% du marché. C'est-à-dire qu'on voit globalement en Europe un marché significatif à partir entre 2030 et 2040, c'est-à-dire on dépassera les 1% que j'ai évoqués tout à l'heure entre 2030 et 2035. Donc ce qui est important, c'est bien sûr, comme je l'ai dit, pour avoir de la mobilité décarbonée, il faut avoir en amont de l'énergie décarbonée, mais en aval, il faut avoir l'infrastructure qui permet de se recharger avec cette énergie et il faut avoir des offres produits qui permettent aux clients d'acheter ou de comparer un certain nombre de choses. Donc au niveau de l'infrastructure, vous voyez qu'aujourd'hui le nombre de stations qui est disponible à hydrogène est quand même relativement limité. On parle de 23 stations en France, sachant que toutes ces stations ne reçoivent pas tous les types de véhicules. Hein. Les camions de grande capacité en fait ne peuvent se recharger que dans 10 des 23 stations. Donc en fait, on a comme objectif, comme vous le savez, en 2025 d'avoir une centaine de stations à hydrogène en France et en 2030 d'être entre 400 et 800. Donc les motorisations thermiques dans ce schéma-là seront progressivement remplacées par des hybrides. Ce qu'on voit quand même, et c'est la tendance à court terme, c'est bien sûr la déclinaison forte du diesel, et l'apparition plus importante en fait des MAD hybrides appliqués sur l'essence et comme je l'ai dit avec des PHEV et des BEV qui sont en régime significatif de l'ordre de 35% et un marché hydrogène qui commence à démarrer à partir de 2030 de façon de masse. Alors pourquoi le marché en fait a trois avantages majeurs en fait qui justifient l'adoption de l'hydrogène. Un véhicule à hydrogène, de toute façon, c'est un véhicule, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est d'abord un véhicule électrique, donc c'est un véhicule qui permet un roulage zéro émission. Et donc c'est zéro émission en usage. C'est surtout aussi un faible temps de recharge. Une des problématiques qu'on a avec le véhicule purement électrique aujourd'hui, c'est l'autonomie, mais bien sûr le temps de recharge. Alors qu'une voiture à hydrogène se recharge globalement, si on a la station, en moins de 3 minutes. Et puis, ça permet des usages beaucoup plus intensifs. Et comme on l'a montré tout à l'heure sur des véhicules utilitaires ou particuliers, on pouvait amener jusqu'à 5 kg d'hydrogène embarqué sur le véhicule en termes d'énergie. On a des possibilités d'avoir une plus grande autonomie, c'est-à-dire des autonomies de l'ordre de ce qu'on connaît, qui sont de l'ordre de 400-500 km. Donc, par ces caractéristiques, la technologie des véhicules électriques à hydrogène est adaptée. Pour nous, d'abord, aux flottes professionnelles, c'est-à-dire les véhicules utilitaires légers, mais aussi à usage intensif. Donc, à partir du moment, comme je prends l'exemple, vous avez vu que les taxis Hype, en fait, commencent à se développer de façon significative dans certaines grandes villes. Donc, toutes les voitures qui ont zéro émission, faible temps de recharge, et donc autonomie augmentée, ont un intérêt social. Donc on voit très rapidement, donc pour les véhicules utilitaires légers, on le voit bien sûr pour l'application sur des bus, et puis sur quelques véhicules lourds industriels à usage intensif. Et donc c'est dans ce cadre-là que le plan hydrogène que j'ai évoqué tout à l'heure prévoit en fait un déploiement de 5000 véhicules utilitaires légers et 200 véhicules lourds à l'horizon 2023. Et de 20 à 50 000 véhicules utilitaires légers et de 800 à 2000 véhicules lourds à l'horizon 2028-2030. On reste en fait au niveau de la filière automobile sur ces objectifs-là, on considère que ça reste en fait les objectifs sur lesquels on sera capable de se positionner. Alors pour faire ça, il faut savoir que donc au niveau européen, on a travaillé sur ce qu'on appelle les chaînes de valeur stratégiques. Il y a plusieurs sujets qui ont été évoqués. Et dans ces chaînes de valeur stratégiques, on a la volonté de traduire ça par un IPCEI, donc un Important Project for Common European Interest,
et donc avoir la possibilité d'aider financièrement l'amorçage en production de technologies qu'on considère stratégiques pour l'Europe. Alors pourquoi l'hydrogène est stratégique? En termes de souveraineté, en fait, elle est beaucoup mieux placée que toutes les autres technos qu'on a. En 1974, on disait on n'a pas de pétrole, mais on a des idées. En 2020, on va se dire on n'a pas de batterie, mais on va avoir des voitures électriques. Même si on commence à en produire quelques-unes, il y a une gigafactory qui est prévue en France, en Allemagne et dans d'autres pays. Et donc l'hydrogène a cet avantage de garantir plus de souveraineté. Et donc c'est dans l'esprit du moment, c'est-à-dire réfléchir sur le monde d'après. Et est-ce qu'on ne doit pas privilégier industriellement des technologies dont on garde la maîtrise? Et donc l'hydrogène sera, dans le cadre du plan de relance économique de l'industrie automobile, toujours une voie de réflexion parce qu'elle permet cette souveraineté. Donc en fait, on va participer aux objectifs de l'Union européenne en matière de climat parce qu'aujourd'hui, les objectifs en matière de climat, et Elisabeth Borne l'a rappelé dans un article que vous pouvez lire, ne sont pas remis en cause. On rentre dans des objectifs de sécurité d'approvisionnement en énergie. On va surmonter les défaillances du marché parce que, comme on l'a dit, le véhicule électrique sur lequel on va insister fortement pour les années 2025-2030 en termes de déploiement ne répondra pas à tous les usages. Donc, il faudra compléter de toute façon les usages portés par le véhicule électrique par des usages portés par une autre technologie avec une énergie alternative. Et démarrer la production d'utilisation massive d'hydrogène est fondamental. Donc, on a présenté l'ensemble des sujets. Pour information, moi-même et Valérie Bouillon, on a été à Bruxelles présenter l'ensemble de la position française. Et donc, ça s'est traduit dans l'agenda en fait européen. Les pays, avant de lancer une notification d'un IPCEI, doivent lancer ce qu'on appelle un appel à manifestation d'intérêt. Cet appel à manifestation d'intérêt a été lancé en France en janvier, suite à l'European Council qui était à Versailles. Et on a eu 2 relevés qui ont été programmés, le 15 avril et le 30 juin. Au départ, c'est le 20 mars, donc on l'a recalé au 15 avril. Et donc aujourd'hui, sur la mobilité, il y a une quinzaine de projets qui ont été déposés sur la mobilité dans cet appel à manifestation d'intérêt. Donc normalement, les pays membres, c'est-à-dire les États membres comme la France, l'Allemagne, l'Italie et autres, se prononceront et feront une demande officielle auprès de la Commission et du Parlement européen pour être aidés à l'été, de telle façon qu'avant la fin de l'année, on puisse, je l'espère, avoir la notification en fait de ces projets hydrogène. Quand on a été présenté au mois d'octobre l'ensemble des projets et les idées qu'on avait au niveau européen, il faut savoir que l'ensemble des projets hydrogène qui ont été présentés représentaient plus de 65 milliards d'investissements. Donc, c'est des projets d'hydrogène qui vont, comme je l'ai dit, de la production d'hydrogène décarboné jusqu'à l'usage et le recyclage en fait des produits finis. Donc, en conclusion, quels sont les messages clés de la mobilité hydrogène? Premièrement, c'est une réponse aux enjeux environnementaux. Donc, la mobilité hydrogène rentre complètement en complément de la mobilité électrique dans les énergies nécessaires pour respecter les objectifs de CO2 et de qualité de l'air. La qualité de l'air, pollution locale et véhicules zéro émission. En complément des développements des énergies renouvelables. On voit bien que c'est important pour les énergies renouvelables de pouvoir stocker l'énergie, et le stockage de l'énergie à travers l'hydrogène est un enjeu majeur qui permet en fait de stocker de plus longue durée, donc de ce que j'appelle du stockage saisonnier. Le dernier enjeu, comme je l'ai dit, c'est l'indépendance énergétique et la souveraineté. La mobilité hydrogène, c'est une solution zéro émission, du réservoir à la roue, et donc de plus en plus on prend ça comme référence, ce qu'on appelle le well to wheel. Et donc, on le compare aux véhicules électriques avec un rendement énergétique du puits à la roue équivalent pour une architecture mid-power. Donc, on voit très bien que nous, on considère que l'architecture mid-power peut être une solution écologiquement et économiquement viable et que c'est quelque chose de très intéressant. La solution de moyen long terme pour le VUL avec une architecture donc, qui va de façon concomitante à la mobilité lourde, donc bus et camions. Donc, dans les priorités marché, on voit la priorité plutôt sur le bus et le VUL, sur certains camions
en fonction des usages, mais que le déploiement sur les véhicules particuliers est à un horizon plus lointain et plutôt rattaché, comme l'a montré tout à l'heure Nicolas, rattaché à des segments de haut qui peuvent se permettre en fait d'avoir des coûts relativement élevés de piles et de réservoirs, et donc on est plutôt sur du segment DE. Une solution adaptée aux longues distances, donc c'est un des problèmes à la fois pour les véhicules légers et d'usage intensif par son faible temps de recharge. Et puis une opportunité pour l'industrie française sur la scène européenne et internationale. C'est-à-dire que, comme je l'ai dit tout à l'heure, les batteries, bon, on a été un peu dépassé en fait par l'industrie asiatique. On essaye de retrouver cette compétitivité, mais on voit bien que sur l'hydrogène, on a la possibilité, avec tous les acteurs en fait de la chaîne de valeur, donc que ce soit des acteurs académiques comme CERN, CNRS, que ce soit des équipementiers comme Faurecia, Michelin, Symbio, Plasticomium, que ce soit des constructeurs automobiles qui sont très bien positionnés dans le marché prioritaire que sera le véhicule utilitaire léger. Donc en synthèse, décollage de la mobilité hydrogène sur le VU en solution MIPON et sur les bus. Mobilité H2 comme solution de décarbonation sous condition d'un H2 vert. C'est vrai que si l'H2 n'est pas vert, 1 kg de H2, ça produit 10 kg de CO2. Donc, ce n'est pas forcément ce qu'on appelle une énergie fortement propre et décarbonée. Une analyse de cycle de vie qui est important de comparer. Donc, comme l'a dit tout à l'heure Nicolas, on va travailler énormément dans les 2 années qui viennent pour avoir des analyses cycle de vie, donc ce qu'on appelle la life cycle assessment comparatif dans l'ensemble des usages et des motorisations possibles dans la mobilité, et ça sortira justement à l'occasion donc des choix importants qu'on devra faire fin 2021 pour ce qu'on appelle au niveau européen le Green Deal. Le coût de l'H2 vert a un train de baissier, mais il est nécessaire encore de beaucoup travailler. C'est-à-dire qu'on a dit, on envisage 7 € kilo à la pompe après 2030 pour dépasser les 2% de part de marché. Si on veut, et c'est ce qu'on imagine quand on regarde le scénario 2050, où on pense qu'on aura de l'ordre de 15% de véhicules donc avec un e-power hydrogène, et pour avoir ces 15%, il faut que le prix de l'hydrogène à la pompe décarboné soit inférieur à 3 € au kilo. De la même façon, le stockage, il y a énormément de travaux à faire. On a vu que c'était un challenge architectural fort, et donc il faudra travailler sur des réservoirs sans limeur, mais peut-être aussi des réservoirs plus polymorphes, qu'on puisse mieux intégrer avec des densités énergétiques proches de ce qu'on voit avec du gaz liquéfié ou du gaz compressé. Donc, ce qu'il faut important et qu'il ne faut pas oublier, c'est que dans tous les cas, c'est des véhicules électriques, et qu'on intègre aussi des batteries d'ordre significatif. Donc en synthèse, pour terminer, c'est un enjeu de coût à l'usage, et donc il faut absolument maintenant, on sait faire des voitures à hydrogène, il n'y a pas de problème technologique à part les quelques points rouges sur lesquels on va vous demander de nous faire des propositions d'innovation si vous en avez, mais le grand challenge, c'est d'assurer un prix raisonnable et d'être compétitif au niveau du prix pour ces types de mobilité-là. Donc, on a mis en place au niveau de la filière, et vous les retrouvez sur le site de la PFA, donc un certain nombre de questionnements, et si vous avez des solutions à nous proposer dans ces questionnements, on est tout à fait ouvert à les regarder sur les conditions d'intégration qu'on a évoquées, les conditions d'usage, la réduction des composants de stockage, la réduction des coûts des systèmes, l'éco-conception et le recyclage d'ACV dans tout son ensemble, est-ce qu'on est capable d'avoir une meilleure empreinte environnementale, et des solutions de production d'hydrogène décarboné à bas coût aussi. Donc on a tous ces éléments-là et bien sûr donc définition complète de l'architecture, parce que comme on l'a dit, on est dans une architecture un peu mixte avec des batteries, du range expander, un certain nombre de sujets, donc une architecture un peu complexe. Le troisième élément sur lequel il faut qu'on travaille, c'est l'infrastructure, et donc avoir la possibilité d'avoir une infrastructure de recharge. Il est clair que pour être visible, comme on l'a dit, si on veut avoir 5000 voitures par exemple dans un territoire qui roulent à l'hydrogène, il faudra avoir quand même 25 stations qui font au moins 200 kg jour, et donc il y a besoin de travailler aussi l'infrastructure. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est qu'on remettra le lien, mais vous savez que tout ce qu'on vient de vous raconter a fait l'objet, comme l'a dit tout à l'heure Nicolas, d'un position paper.
Position Paper qui a été présenté à l'occasion d'Evolution en février 2020 et Position Paper qui est accessible en fait sur le site de la PFA, recherche et développement, vous y allez et dans le véhicule à faible empreinte environnementale, il y a tout ce qu'il y a sur l'hydrogène. Je vous incite à déposer si vous avez des innovations à nous proposer sur la plateforme. C'est la meilleure solution parce que comme c'est un moteur de recherche, il lie complètement vos propositions aux experts de la filière. En fait, si vous mettez hydrogène, tout de suite, et que vous mettez une solution hydrogène, par exemple, elle sera envoyée à Nicolas Leclerc qui se fera un plaisir de lire et de regarder la proposition que vous faites. Voilà à peu près le tour d'horizon au niveau de l'hydrogène. On a été un peu plus long que prévu. Je propose, si vous en êtes d'accord, qu'on garde quand même, qu'on reste connecté avec la possibilité de poser des questions pendant un quart d'heure. C'est possible, Bruno? Oui, sans problème. Alors justement, je tenais à remercier toi-même ainsi que Nicolas pour toute cette présentation. J'ai essayé de regrouper les questions par thématique. Il y a tout d'abord des questions plus stratégiques. Donc, il y avait une question par rapport à la Chine. Serons-nous encore dépendants de la Chine avec l'hydrogène comme nous le sommes avec l'électrique? Tu as répondu sur l'hydrogène qui est un enjeu de souveraineté. Je ne sais pas si tu souhaites compléter. Non, il est certain que la Chine s'est orientée dans un premier temps vers l'électromobilité, dans un deuxième temps vers l'hydrogène, qui est aussi une forme d'électromobilité, pour éviter d'avoir sa dépendance par rapport au pétrole. C'est un des premiers importateurs de pétrole. Alors c'est vrai que si on regarde aujourd'hui, ils peuvent importer, le pétrole est passé, je ne sais pas si vous avez vu, le baril de pétrole est passé hier en dessous de 0. Donc il n'est pas cher, mais bon, il est clair que dans nos hypothèses en 2030-2035, sortir de la dépendance au pétrole est important pour les Chinois comme pour les Européens. Nous, on pense qu'en termes de souveraineté, on a, comme je l'ai dit, dans la chaîne de valeur, on a tous les acteurs en Europe et en France. Et donc, on n'a pas besoin d'aller chercher forcément des acteurs ailleurs. Néanmoins, il faut savoir qu'une voiture à hydrogène, on a dit que c'est une voiture électrique, donc il y a des matériaux stratégiques. Il y a le platine, et il faudra vérifier, comme on l'a dit, qu'il n'y ait pas d'inflation sur le cours du platine et qu'il y ait la possibilité d'avoir les bonnes quantités de platine qu'on veut. Mais comme c'est des voitures électriques, et c'est des voitures électriques dans lesquelles on va vouloir avoir un roulage électrique le plus important possible, et donc zéro émission, ils vont avoir des batteries significatives. On aura les mêmes problématiques stratégiques sur les batteries, c'est-à-dire la problématique du lithium, la problématique du cobalt, la problématique du nickel. Donc en fait, on est dans la même logique stratégiquement. Plus de souveraineté, donc moins dépendant de la Chine pour l'assemblage global. Et bien sûr, il faut rester vigilant et toujours continuer à essayer de produire nos cellules de batterie en Europe le plus possible. Voilà, il y avait une deuxième question aussi, toujours sur le volet stratégique. Et tu en as parlé au début. Quel est l'impact de la crise économique sur les programmes de R&D des constructeurs? Un décalage dans le temps ou des sauts plus rapides vers les nouvelles technologies, par exemple H2? Alors aujourd'hui, il est beaucoup trop tôt pour parler de l'impact du coronavirus parce qu'on ne sait pas comment on va sortir et dans quelles conditions. Déconfinement partiel sûr à partir du 11 mai, reprise économique pas certain parce que on a plusieurs hypothèses. Vous connaissez les différentes courbes en V, en U, en L et voir les impacts. En pratique, de toute façon, ça affaiblit tout le secteur industriel de façon forte, ce coronavirus, et donc on est dans une limitation probablement d'investissement dans l'année qui vient, à minima, et peut-être les 2 ans pour les plus pessimistes. Donc en fait, il est trop tôt pour y parler s'il y aura un impact. Ce qui est certain, c'est qu'en priorité, les sujets d'environnement sont pour l'instant pas remis en cause. Il n'est pas question de remettre en cause, on va faire des adaptations peut-être court terme, avec les difficultés qu'on a à homologuer les véhicules ou des choses comme ça, mais les objectifs long terme sur l'environnement ne seront pas remis en cause et sont toujours réels. Et l'hydrogène fait partie des solutions pour atteindre ces objectifs-là. Donc, on restera dans une logique où on continue les programmes. Ça ne veut pas dire qu'en termes d'investissement ou autre, il n'y ait pas quelques décalages imposés par la santé financière des entreprises. Donc, ce que je peux dire, c'est que la vision qu'on en a pour 2030, pour l'instant, est considérée toujours valable.
qui va se passer en 2021 pourra peut-être décaler de 6 mois sans peut-être. Par contre, il est trop tôt pour le dire. Voilà, j'ai encore deux Là, tu veux questions. rajouter quelque chose? Oui, Nicolas, ouais. Non, c'est clair. Je pense que tu as tout dit. Ok. Sur le volet stratégie, on a encore deux questions. On a par exemple Hyundai qui est un des acteurs importants dans le domaine de l'hydrogène via son Nexto par exemple. Donc la question c'est la Corée du Sud autorise Hyundai à exporter sa technologie hydrogène. Qu'en pensez en termes d'enjeux concurrentiels pour nos constructeurs nationaux? Alors moi, j'ai pas bien entendu la question parce que j'ai. Ah d'accord. Tu peux la répéter? Oui, la Corée du Sud autorise Hyundai à exporter sa technologie hydrogène. Qu'en pensez en termes d'enjeux concurrentiels pour nos constructeurs nationaux? Je vais intervenir, après je laisserai parler. Mais sur l'hydrogène, Toyota avait déjà ouvert tous ces brevets il y a quelques années. Je pense qu'au niveau de la technologie, comme je dis, on sait faire des voitures. Le problème, c'est de faire des voitures compétitives. Donc, je laisse pas mais je pense pas que ça gêne le constructeur. Moi, je suis assez serein avec ça. Le plus gros danger, on va dire, en termes de stratégie technologique, c'est d'avoir raison tout seul. Si on est plusieurs constructeurs sur la planète à développer et déployer des solutions hydrogène, c'est un, que cette techno elle est pertinente, et deux, ça va mettre les conditions pour générer des volumes significatifs et donc une compétitivité indispensable de la techno. Donc moi je vois pas, c'est pas forcément un problème. C'est plutôt bien qu'il y ait de la concurrence sur le sujet. Une dernière question. Quel peut être l'impact sur Renault Trucks de la JV Daimler Volvo annoncée récemment? Je ne sais pas si vous êtes au courant. Ouais, là, c'est. Non, ça devient de la stratégie individuelle, à mon avis, on ne peut pas faire de commentaire. Ouais, ok. Et puis, une dernière question. Alors, j'avais répondu à de nombreuses questions pendant le webinaire. Y aura-t-il une coexistence des infrastructures à la fois thermiques, électriques et hydrogène? Nicolas, je te laisse répondre. Forcément, oui. De fait, oui. Alors déjà, infrastructure électrique, elle est en train de se déployer et il faut qu'elle continue de se déployer parce que pour l'instant, elle se déploie pas forcément avec la bonne vitesse. L'infrastructure hydrogène, elle va se déployer peut-être avec un peu plus de décalage et un petit peu plus modestement au départ, parce que comme vous l'avez vu, l'entrée dans le marché va se faire sur des véhicules qui sont assez, enfin sans mauvais jeu de mots, assez particuliers. C'est des véhicules type VU ou VI. Donc l'infrastructure va se déployer. Et puis après l'infrastructure pour les moteurs thermiques, il se trouve qu'on a aussi dans la gamme tout ce qui est PHEV, donc plug-in véhicule. Donc on aura besoin d'un réseau de distribution d'essence à minima. Une chose est sûre, c'est que la vitesse et le déploiement géographique en termes d'aménagement du territoire sur ces différents types d'approvisionnement en énergie sera peut-être pas homogène et identique selon les technos. Moi, ce que je rajouterais, c'est qu'on n'imagine pas une mono-énergie prendre le pas, au moins dans la période des 20 prochaines années. On est dans une logique où les plateformes, justement, comme il y a beaucoup d'incertitudes, les développements de plateformes sont des plateformes multi-énergie. Et on s'aperçoit qu'en fonction des usages, il n'y a pas une énergie qui correspond à tous les usages et toutes les attentes de diminution de l'empreinte environnementale. Donc, on va être obligé, à mon avis, d'avoir des stations multi-énergie qui proposeront des carburants ou du gaz, qui proposeront de l'hydrogène, qui proposeront de l'électricité. Ok. On a un aspect sur la fiscalité aussi, puis après on passera à des questions plus techniques. Actuellement, comment est taxé ou exonéré l'hydrogène à la pompe et quelle taxation pour le futur dans l'hypothèse d'un déploiement massif de l'hydrogène dans le transport routier? Non, pour l'instant, comme ce n'est pas un déploiement de masse, les taxes ne sont pas comparatives à ce qu'on pouvait avoir sur des carburants. Mais la question se posera à terme. Il faut savoir que la TICPE, ça représentait 37 milliards par an pour le gouvernement français. Le jour où on aura de moins en moins de véhicules qui rouleront avec des moteurs
entre guillemets, plus ou moins carbonée, il faudra bien qu'on imagine comment récupérer cette manne financière. Donc, ça posera le problème de la taxe carbone. Là, actuellement, dans les hypothèses que je vous ai présentées, la taxe carbone en 2030 est imaginée à 110 € la tonne, alors qu'aujourd'hui, elle est de mémoire entre 20 et 40. Ok. Ensuite, on a un ensemble de questions un peu plus techniques. Donc, sur la technique au niveau du véhicule, alors là, j'avais répondu, une motorisation hydrogène permet-elle de récupérer de l'énergie de freinage à l'instar de l'hybride thermique ou électrique? Donc, effectivement, du fait qu'un véhicule hydrogène contient également plus ou moins de batterie, Oui, la réponse est oui, oui. C'est pour ça qu'il y a toujours une petite batterie à minima, y compris dans les architectures full power. Voilà. Alors là, il y a une question qui est un peu liée, c'est quid d'une technologie réversible SOEC, SEFC embarquée dans le véhicule? Oula, bah, on en est loin pour l'instant. Non, Voilà, c'est c'est-à-dire que pas. la partie haute température est déjà difficile à gérer. Ouais. Oui, déjà, la SOFC, c'est une techno qu'on a du mal à trouver une place, dont on a du mal à trouver une place dans la voiture. C'est plutôt la technologie PEM hein, qui fit le mieux. Donc pour l'instant, c'est pas dans les tuyaux, non. Voilà. Ensuite, donc il y avait une question qui est assez récurrente. Quid du rendement énergétique entre un véhicule électrique à batterie et un véhicule électrique hydrogène? Là, Ah, la question du rendement. voilà. Oui, la question Ouais, du rendement. c'est toujours, ouais, c'est une question importante. Alors le rendement, il intègre. Non, je crois pas qu'on ait mis la planche. Non, Le rendement puis à la roue, il intègre à la fois la partie efficacité amont et efficacité aval, donc dans la conversion. On a tendance à avoir de temps en temps des chiffres du type sur la batterie on est à 80% et puis sur une fuel cell on est à 20%. Oui, ça c'est quand on prend la partie uniquement aval. Quand on fait on regarde le rendement sur l'ensemble de la chaîne, donc incluant la partie amont, on arrive à des rendements qui sont assez comparables et encore plus comparables quand on est en architecture mid-power, mais on est dans des rendements du type 25, on va dire pour un BEV de l'ordre de 25 à 30%. Pour une fuel cell full électrolyse, on arrive aux alentours de 10%. Et par contre, quand on imagine du mid-power, on revient à des valeurs de 20-25% selon comment est produit l'hydrogène, soit SMR, soit électrolyte. Donc on n'est pas dans un rapport 80-20, on est un peu moins bon, mais pas dans des rapports comme on peut voir ici ou là. Voilà, il y avait une autre question. Et quand je dis ça, oui, c'est bien à comprendre well to wheel. C'est bien ce rendement-là qu'il faut regarder. Voilà, il y a une autre question qui était plus une remarque, c'est le fait qu'un véhicule hydrogène permet également de générer de la chaleur au niveau de la pile, donc ça permet d'avoir du chauffage. C'est une bonne remarque. Oui, c'est vrai. C'est un avantage sur le BEV, parfois. Voilà. Une question par rapport au stockage hydrogène solide. Oui, dans des hydrures. Alors ça, c'est des technos qui sont plutôt adaptés au stationnaire, qui sont pas vraiment adaptés à de la mobilité, essentiellement à cause de la cinétique des réactions électrochimiques. C'est clairement pas mature pour la mobilité, surtout qu'en termes de densité massique, c'est très mal placé. C'est très lourd comme techno. Et après, par rapport à ça, effectivement, donc, il y avait cette question-là. Il y avait une question aussi sur la forme des réservoirs, mais il n'y a pas que les réservoirs avec hydrure qui permettent de faire des réservoirs conformables. Enfin, par exemple, des réservoirs rectangulaires qui pourraient se loger dans le plancher. Alors, quand on parle, pour l'instant, les réservoirs qui stockent du gaz, c'est des bonbonnes, hein, c'est des cylindres, donc plus ou moins allongés. Quand on parle de réservoirs conformables, c'est des formes qui sortent du cylindre. Alors idéalement, c'est qui épousent la forme de la voiture. Pour l'instant, on n'en est pas là, mais c'est bien le Graal qu'on imagine. Mais c'est du conformable au sens gazeux. Je ne sais pas ce qu'il y avait derrière la question.
Non, rectangulaire, ça génère des faiblesses. Il faut faire attention. On est passé assez vite. Ouais, Et on manipule quand même du 700 bar. Hein. Oui, voilà, on manipule du 700 bar hein, en termes en gazeux. Ok. Alors, il y a une autre question, c'est quel est le coût par kilowatt, alors en fait c'est par kilowattheure, du réservoir hydrogène? Le coût au kilowattheure stocké ou le Le, coût au kilo peut-être? Alors, Tu l'as. bah, c'est la planche que j'ai montrée tout à l'heure. Oui, c'est la planche que j'ai montrée. C'est la courbe que j'ai montrée tout à l'heure. Hein, c'est 300 à 400 euros par kilo d'hydrogène transporté à horizon 2030-2035. Ouais, mais comme Je l'ai à la montré limite, tout ce à que l'heure. tu peux dire, c'est qu'un kilo, ça fait à peu près pour un véhicule léger, ça va faire 100 Alors, km. Et 100 une km en centaine de consommation sur kilomètres, oui. l'autoroute, ça va faire 30 à 35 kilowatts. À peu près, ouais, c'est à peu près ça. Mais Voilà, la donc, valeur que j'ai vous faites vos mentionnée tout à l'heure, calculs, c'est ça euros marche. par kilogramme transporté. ok. Donc entre 400 et 500 à horizon 2035. Ouais. Alors sinon, donc des questions maintenant qui ne sont pas liées au véhicule en lui-même. Donc comment éviter qu'un hydrogène carboné ne soit vendu pour de l'hydrogène décarboné? Donc là, je pense qu'on peut parler de Certify, etc. Ouais, c'est certificat Voilà, d'origine. c'est des certificats d'origine enfin des mécanismes de certificats d'origine qui sont en train d'être discutés et mis en place. Ok. Donc les certificats, c'est l'échange de documents officiels indiquant l'origine et la traçabilité de l'énergie. Alors ensuite, on a au niveau des différents procédés de production, il y a un sujet, c'est peut-on envisager de produire de l'hydrogène en combinaison d'une désalinisation de l'eau de mer, du fait que le rendement d'électrolyse augmente avec la température? Voilà. Alors c'est des procédés qui sont regardés par certains pays africains qui ont besoin de désaliniser de l'eau. Par contre, j'ai pas forcément une bonne vision de la chose. Je ne saurais pas en dire plus que ça. Je l'ai vu en Arabie Saoudite aussi. Ouais. Voilà, en Arabie, je sais que le Maroc travaille sur le sujet, Ok. mais j'en sais pas plus. Ensuite, il y a qu'en est-il de l'hydrogène fatal coproduit? Il n'est pas mentionné dans l'étude ACV réalisée, alors que c'est un hydrogène bas carbone disponible sur plusieurs territoires en France. Bas carbone, alors je sais pas pourquoi il est bas carbone. Il est gratuit, ça c'est sûr. S'il est fatal, enfin il est gratuit, en tout cas il est bon marché. Maintenant, est-ce qu'il est bas carbone? Ça, je sais pas si ça va avec. Je pense que la notion de bas carbone dépend C'est effectivement de forcément un l'énergie qui est assemblée dans coproduit le de quelque chose. Pardon? produit. Ouais, c'est un coproduit et donc ça dépend de quoi il est produit. Ah oui, là je sais pas dire. Ça doit être le bilan marginal de CO2, mais ouais. Ok. Sinon, qu'est-ce qu'on a d'autre? Une question sur le stockage en station. Est-ce qu'on envisage un stockage en station de distribution plutôt sous pression ou plutôt à basse température en phase liquide? Non, gazeux sous pression, oui. C'est plutôt comme ça qu'on le voit, oui. Ok. Ensuite, donc stratégie, on a déjà vu. Alors ensuite, si jamais il y a encore des personnes, donc on a encore 163 personnes présentes en ligne, on peut essayer de prendre maintenant les questions que je n'avais pas eu le temps de répertorier jusqu'à 14 heures. Je vais les lire. Il y en a Ouais, beaucoup, hein, donc vous abandonnez dans 2 minutes. Hein. Ouais, moi je suis comment? obligé de. On se donne encore 2-3 minutes? Ok, À alors 14h25, on arrête. ouais, ça marche. Alors je sélectionne le best-of pour vous et après j'essaierai de continuer sur ce sur quoi je suis en mesure de répondre, sinon je m'arrêterai. Ça marche. Alors, Alors, quelque chose qui est assez intéressant, si le développement des batteries haute capacité augmentant l'autonomie se poursuit, ne serait-il pas plus intéressant de se tourner vers cette techno plutôt que l'hydrogène pour les véhicules lourds, type bus, les rendements étant favorables aux batteries? Et il y a le temps de recharge hein, qu'il faut prendre en compte aussi. Ouais. C'est même réponse. C'est oui, sous réserve que le temps de recharge soit manageable et acceptable par le client. Parce qu'on ne l'a pas dit, mais pourquoi les technos hydrogène et batterie sont complémentaires? C'est que l'hydrogène amène du range, de l'autonomie supplémentaire, mais surtout en termes de vitesse de recharge, entre guillemets, hein, c'est comme une voiture essence ou diesel. Et quelques minutes.
Ok, alors j'essaie d'en sélectionner encore une ou deux. Transition, combien de temps? Oui, l'aspect aussi, combien de temps pour un déploiement d'hydrogène sur le territoire national? Ben, je l'ai expliqué tout à l'heure, c'est-à-dire que ça dépend de ce qu'on appelle le déploiement, mais pour avoir un parc supérieur à 300 000 voitures, il faudra attendre 2030. Ok, et puis une dernière. J'en ai au moins une cinquantaine, hein, donc j'ai un peu de mal à faire ça rapidement. Tac. Ah, donc il y a deux questions qui sont un peu liées. Une première question qui est, vous n'avez pas assez parlé des véhicules lourds, c'est dommage. Et une autre question qui est, je la retrouve, sur le programme Zero Emission Valley, donc à Chambéry, il y a des véhicules utilitaires légers. Est-ce cohérent? Alors, véhicule lourd, c'est parce que je vais simplement dire, on a avec la FIPAC une étude sur le camion à hydrogène. Aujourd'hui, c'est quand même assez marginal. C'est très intrusif, comme on l'a dit, au niveau architectural. Les piles à combustible aujourd'hui, je ne sais pas si vous vous rappelez la courbe qu'a montré Nicolas, on est entre 5 et 10 000 heures d'usage. Sur un véhicule très lourd, en fait, qui fait 1 500 000 km et qui peut faire jusqu'à 1 500 à 2 000 km par jour, on aurait besoin de 30 à 35 000 heures d'usage. Donc dans le TCO et donc dans le retour sur investissement, qui est le critère numéro 1 en fait pour les opérateurs de livraison, il est clair que changer 3-4 fois de pile aujourd'hui sur son véhicule, c'est pas acceptable. Donc en fait, le véhicule lourd, ça dépendra des usages. Il y a certains usages où ça peut avoir un sens, dans certains usages d'ordures ménagères, dans certains usages de livraison, dans certains usages qui sont transrégionales, des choses comme ça. C'est au cas par cas. Il y a des gens qui le regardent et il y a Volkswagen a fait un prototype. Si on regarde aujourd'hui dans les énergies alternatives, un bilan à décembre 2019, dans le véhicule lourd, on a eu 6 000 immatriculations de véhicules GNV. On a eu 15 immatriculations de véhicules électriques et une seule immatriculation de véhicules à hydrogène et un véhicule d'essai d'un des constructeurs. Donc en Europe, ça donne à peu près le paysage et l'avancement. Donc on est dans un état d'avancement qui est quand même très loin d'autres technologies plus matures. Donc même pour le véhicule lourd, l'hydrogène, c'est un véhicule qui est en train de se développer. Il y a des tentatives, on a vu que Hyundai a fait des opérations importantes en Suisse. Forestia a signé un contrat avec Hyundai sur la livraison de 1600 camions. Donc il y a des hypothèses qui démarrent, mais on reste quand même encore dans de la flotte captive, ce qu'on appelle de la flotte captive. Ok, voilà. Donc, on approche de votre contrainte horaire, Jean-Luc et Nicolas. Oui. Encore une fois, merci beaucoup pour votre intervention. Pour Merci ceux à qui vous. passer encore 10 minutes, je vais continuer à lire les questions et y répondre quand je suis en mesure d'y répondre. Et voilà. Merci beaucoup, Après, Jean-Luc. Merci Bruno, au revoir. N'hésitez pas à aller vous référer au position paper là, qui reprend une partie de ce qu'on a montré là, Oui, hein, qui est disponible sur le site, qui est beaucoup plus détaillé. qui est plus détaillé. Et surtout, n'hésitez pas, si vous avez des suggestions de techno, etc., comme l'a dit Jean-Luc, de passer par les Fichino, là, le site de proposition de techno. On se fera un plaisir de regarder tout ça. Merci beaucoup. Merci Bonne continuation et faites attention à vous. Au revoir. Au revoir. Merci Bruno. Voilà. Merci à toi, Nicolas. Donc, alors, je vais poursuivre encore pendant 5 ou 10 minutes maximum. Donc, par rapport aux questions qu'il restait, il y avait la question de l'émission des polluants, à savoir oxyde d'azote, particules, COV. Alors évidemment, au niveau de la chaîne de traction, les véhicules électriques à batterie ou hydrogène sont zéro émission, donc pas de polluants locaux. Voilà, ça c'est un avantage. La question de la combustion de l'hydrogène directement dans un moteur thermique, je n'ai pas l'information, puisque tant du côté des émissions que du rendement, il y a des travaux qui à l'époque étaient plutôt des échecs et il y a d'autres travaux qui sont un peu plus prometteurs actuellement. Le stockage via des matériaux nanoscopiques agissant comme des éponges à hydrogène, donc je pense que vous parlez des hydrures. Les hydrures métalliques,
Donc ça a été abordé tout à l'heure, c'est quelque chose qui a une densité massique assez faible, mais une densité volumique importante, et qui permet des formes autres que cylindriques. Donc, ça peut être intéressant, mais compliqué dans l'automobile avec la cinématique de réaction. Voilà. Qu'est-ce qu'on a comme autre question? Hop. Alors effectivement, véhicule H2 égale véhicule élec, pas tout à fait. Quid du stockage et de la pile à combustible? Alors effectivement, en fait, un véhicule hydrogène est un véhicule électrique, si ce n'est que dans le véhicule hydrogène, le stockage est fait sous forme d'hydrogène, donc chimique, alors que dans le véhicule électrique à batterie, c'est une forme électrochimique. Alors, donc là, on a autre chose. Sur quel type de véhicule hydrogène se positionne PSA, les VUL, bus ou camions? Donc sur 2021, de mémoire, c'est toute la gamme Jumpy, Vivaro qui sera convertie en version hydrogène. Mais il y avait eu des informations officielles sur le sujet. Voilà. Quelle compétitivité des acteurs européens versus Toyota ou Hyundai? N'est-on déjà pas en retard? Alors moi je pense que non, mais je ne peux rien savoir puisque chaque constructeur sait s'il est en avance ou en retard. Mais en tout cas, il y a beaucoup d'acteurs présents et au-delà des constructeurs, au sein de la PFA, il y a Faurecia qui avance très rapidement, ainsi que Plastic Omnium par exemple. Alors, hydrogène fatal, dans quelle proportion comptez-vous l'utiliser et jusqu'à quel horizon? L'hydrogène fatal, donc ça a été discuté tout à l'heure, c'est quelque chose qui est séduisant a priori, mais pas forcément simple, puisque pour utiliser l'hydrogène disponible de façon fatale au niveau de l'industrie, il faut pouvoir le sortir du site, le purifier et l'adapter aux contraintes d'utilisation pour la mobilité. Et en fait, ça crée un ticket d'entrée en termes économiques, et qui fait qu'il est parfois pas pertinent d'utiliser directement cet hydrogène fatal. Voilà. Alors là, il y a encore beaucoup de questions. Donc, je vais en rester là, car nous rejoignons partiellement les questions qui ont été posées précédemment. Je remercie une nouvelle fois Jean-Luc et Nicolas donc, qui ont quitté le webinaire et puis également tous les participants à ce webinaire.